laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonsoir à vous, 19h26 sur Sud Radio, bienvenue. Chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile avec DJF Audebert, c'est la mission que l'on s'est donnée avec vous, mon cher DJF, bonsoir. Et oui, on essaie d'y arriver, mon cher Philippe, bonsoir à tous. Ce soir, on se laisse dériver au gré des vagues, au gré des flots. Une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur sur l'eau ce soir. Alors l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Croisière, bateau, peut-on naviguer plus utile? C'est notre thème. C'est notre thème, croisière, bateau, peut-on naviguer plus utile sur l'eau, sous l'eau, ça sera pour la prochaine fois. Oh mon bateau, à moins d'avoir le mal de mer, on rêve tous de monter dessus, pour partir vers des destinations proches ou lointaines sur un fameux 3-mâts, genre, comme disait juste avant notre cher Hugo Frey, qui a 92 ans, on voit que le bateau, ça lui réussit. Iseo Santillano, pourtant naviguer ou partir en croisière le nez au vent peut aussi revêtir à l'heure actuelle une certaine titanisation des esprits, une petite angoisse susceptible de percuter à tout moment les icebergs de nos insouciances. Alors DJF Audebert, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser? Naviguer, oui, mais où, comment et en quelle compagnie et avec quelle compagnie? Je vous laisse réfléchir à ça. Quels sont les efforts accomplis par les compagnies maritimes ou de croisière ou les opérateurs pour se montrer plus utiles envers le bien commun et le passager? Les passagers, évidemment. Est-ce que les enjeux de la pandémie et du réchauffement climatique bouleverse la donne? Je vous laisse le soin de trouver la réponse. Quelle est la parade, pas navale? Comment les bateaux, le monde de la navigation, celui de la croisière vont pouvoir évoluer dans les temps à venir? Et à cela donc des réponses, nous allons les explorer avec nos invités que je vous présente tout de suite. Alain Pichavant, directeur général du Nautique de Paris, salon nautique. Mathieu Ramu, directeur marketing de Grands Espaces basé à Beaune, qui organise des croisières, des expéditions avec des conférenciers dans les endroits les plus reculés du monde. Hervé Belaïch est avec nous, directeur général adjoint de la compagnie maritime Le Ponant. Vous êtes à Marseille. Et Christophe Pinchon, Caron de la Carrière, directeur marketing de Croisiland. C'est la plus ancienne agence de croisière française qui est basée dans les Alpes. Alors merci à tous d'être là. Il y en a qui ont plus de chance que les autres au niveau de la situation où ils se trouvent. Marseille, Hervé Belaïch par exemple. On est bien à Marseille. Vous êtes bien là-bas. Et dans les Alpes, comment ça se passe pour monsieur Pinchon chez Croisiland? Ça va bien aussi? Ça va très bien. Une belle région également, un bel endroit pour pouvoir vendre des croisières. Voilà, pas pour faire du bateau, dans la France. Pas pour faire du bateau, mais pour vendre les croisières. Alors, on va commencer par Alain Pichavant. Alain, vous dirigez le salon nautique de Paris, c'est un des plus importants du monde. On parle de nouvelle génération de bateaux. Qu'est-ce qu'il y a d'évolution majeure dans les nouveaux bateaux qui sont présentés, qui ont été présentés au salon nautique? Les évolutions sont plus dans les comportements des pratiquants, paradoxalement. Un bateau, c'est toujours une coque, des voiles, un moteur éventuellement quand il n'y a pas de vent ou pour aller à la pêche. Mais non, ça reste surtout les grosses évolutions qu'on note ces dernières années, c'est dans les modes de pratique, où la propriété est moins importante, où le partage est plus important, c'est-à-dire les systèmes de location. Avant, on louait un bateau complètement. Aujourd'hui, on loue un bateau avec skipper, on loue une cabine dans un bateau, on peut échanger un bateau entre particuliers. Donc les modes de consommation ont fait que la fonction bateau, plein air, pleine nature est devenue plus utile. Plus utile, et puis aussi donc ce besoin de grand large, de grands horizons qui a été lié au Covid qui est arrivé, ce besoin d'espace, de se sentir seul, sans masque et sans oxygène, dirais-je dire, avec de l'oxygène pour le coup. Ouais, dans la partie bateau, donc bien évidemment c'est la voile, mais je vais prendre comme exemple le Vendée Globe parce que c'est un bon exemple. Tout le monde sait ce que c'est que le Vendée Globe. Autour de la table, je suis pas certain qu'il y en ait un seul qui est capable de donner le classement du Vendée Globe. Non. Le Vendée Globe, c'est juste un espace d'aventure où des êtres humains vont au-delà de leurs possibilités. Il y a moins de monde qui ont fait le tour de la Terre en bateau que des gens qui sont allés dans l'espace, par exemple. Donc, c'est une aventure humaine qui est colossale, des expériences
physiologiques, sur la manière de dormir, de se nourrir, sur les... Et donc on en apprend pour tout le monde. Énormément. Et la course, c'est bien évidemment, enfin le sport de la voile est bien évidemment l'un de ces vecteurs qui permet d'apprendre et de découvrir plein de choses nouvelles. Hervé Belaïch, vous êtes directeur général adjoint de la compagnie maritime Le Ponant. Qu'est-ce que vous demandent à présent les croisiéristes de plus? Qu'est-ce qu'une compagnie comme Le Ponant a tiré de la pandémie et comment vous essayez d'être plus utile après? Et toujours pendant, mais un peu après. Alors, effectivement, la pandémie a changé beaucoup de comportements. Les clients demandent à voyager quelque part moins, mais à voyager mieux, à être plus utile pour leur terre, à être plus conscient des enjeux écologiques. Donc, pour nous, qui sommes une compagnie à part dans le monde des croisières, puisqu'on a des navires qui sont 40 fois plus petits que les navires de croisière classiques. On parle des grosses compagnies, là vous parlez des grosses compagnies justement. Vous avez dès le début imaginé des bateaux plus petits avec une proposition différente. Ouais, effectivement, on a depuis le début fondé par des marins avec une conviction de faire voyager des clients dans les endroits les plus beaux de la Terre, faire connaître la Terre par la mer, rendre quelque part le bateau comme un moyen utile d'aller à la rencontre de l'autre, de l'altérité. On a décidé de le faire sur des navires de petite capacité, des navires à peu près d'une centaine de cabines. Donc ça reste évidemment une croisière, donc ça reste un voyage transformant, mais quelque part dans des navires de petite capacité avec une empreinte écologique mesurée, contrôlée, raisonnée. Et ça, c'est de plus en plus présent pour répondre à votre question dans les demandes des clients post-Covid. Mathieu Ramu, vous êtes le directeur marketing de Grands Espaces, qui est aussi une compagnie qui emmène les gens loin, très loin, et avec en même temps, vous avez une particularité que vous allez nous raconter. Et c'est le fondateur, c'est Christian Kempf, qui était lui-même un aventurier et qui a voyagé sur toutes les mers du monde. C'est ça, Christian Kempf a fondé la société en 1997. Il a mené des expéditions scientifiques dans les années 70, dans les années 80, notamment pour étudier l'environnement et les grands prédateurs, notamment l'ours polaire au Svalbard. Et il s'est passionné pour ces régions et il a toujours voulu transmettre ses connaissances et transmettre sa passion pour ces régions. Et du coup, ça passait par créer une société. Alors d'abord, il a fait des conférences dans les grands bateaux de croisière et il s'est rendu compte que c'était pas dans ces conditions-là qu'on pouvait vraiment découvrir et appréhender ces régions. Et donc, il a fondé Grands Espaces en 97 avec l'optique justement d'utiliser des bateaux de très faible capacité. Combien ? Entre 12 et 75 places en moyenne sur les bateaux qu'on exploite. D'accord. Pour résumer, vous avez des conférenciers sur chaque croisière, dans tous les endroits du monde. Vous allez dans le Grand Nord, mais aussi en Amazonie et dans d'autres endroits. Comment vous choisissez ces conférenciers ? C'est ça. Alors, on travaille avec des guides conférenciers qui sont souvent des scientifiques. Alors, la plupart aujourd'hui viennent nous trouver. À l'origine, Monsieur Kempf a emmené ses amis qui étaient scientifiques pour justement faire découvrir ces régions à ses passagers. Et aujourd'hui, voilà, ils viennent nous voir. On les forme aussi, parce que Grands Espaces forme ses propres guides, avec l'optique justement de pouvoir transmettre dans les meilleures conditions possibles ces connaissances de ces régions lointaines que sont l'Amazonie, les terres polaires, que ce soit arctiques ou antarctiques. Donc, ce sont des spécialistes de chaque destination qui viennent, on est d'accord, hein ? C'est ça, on va avoir des géologues, on va avoir des glaciologues, on va avoir des spécialistes des cétacés. Donc, à chaque fois, en fonction des destinations qu'on va visiter, on va avoir des spécialistes de ces régions ou de spécialistes des choses qu'on va voir. Christophe Pinchon-Caron de la Carrière, c'est très très long comme nom. Pourtant, je vais poser une question courte. Vous êtes directeur marketing de Croisiland, la plus ancienne agence de croisière française. Vous travaillez avec toutes les compagnies. Qu'est-ce qu'on vous demande de nouveau ? Quelles sont les demandes dorénavant des clients quand ils réservent ? Est-ce qu'il y a des questions récurrentes ? La sécurité, Oui, alors déjà, on est une agence de voyage spécialisée dans les croisières. On n'est pas une agence de croisière, c'est un... Oui, d'accord, une agence de voyage Croisiland. Nous, on vend un produit touristique qui est la croisière et on représente pratiquement toutes les marques, les grandes marques qui existent au monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Oui, on nous demande en ce moment tout ce qui est par rapport à la sécurité sur les navires, parce qu'avec la pandémie, ça a quand même bouleversé énormément de choses. Et les compagnies, dans leur ensemble, ont fait vraiment des prouesses
pour assurer la sécurité à bord et pouvoir proposer des protocoles qui sont très suivis, très sérieux et qui permettent de faire encore des croisières en toute sécurité. Et puis on nous pose aussi des questions, c'est d'aller découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux univers. Et là, vous avez sur votre plateau des compagnies qui proposent ce type de produits. Alors justement, bien une tendance. Ouais, justement, c'est vraiment une tendance affirmée depuis la fin de la pandémie. Le fait que Grands Espaces ou Le Ponant ou d'autres compagnies comme ça soient privilégiées par rapport à des compagnies un peu plus grosses et un peu plus fast-food. Je sais pas si c'est... Je dirais que, en ce qui me concerne, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde parce que la croisière, elle a ça de merveilleux, c'est que à travers les différents types de compagnies, elle correspond à tous les types de publics et tous les budgets. Et ça, c'est aussi important de prendre en compte. Et les grosses compagnies, moi, je les appellerais pas des compagnies fast-food parce que ça n'a rien à voir. Non, c'était l'humour. C'est quand même des compagnies qui proposent un produit touristique de très grande qualité avec des budgets quand même relativement compétitifs et même très compétitifs par rapport à d'autres produits touristiques. Et donc, c'est d'autres conditions de navigation et on ne recherche pas la même chose quand on va sur des grandes compagnies comme MSC, comme Norwegian Cruise Line ou quand on va chez Ponant qui propose quelque chose de différent, mais aussi pour une clientèle qui est un petit peu différente. Oui, il y a des vases communicants entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des grandes compagnies à un moment et puis chercher des produits un petit peu plus spécifiques, des vacances un peu plus exotiques à un autre moment. Oui, alors je vais tenter de vous dire aussi, Christian, que il y a aussi évidemment une question de budget parce que tout le monde peut pas se payer Grands Espaces ou Le Ponant. Faut aussi en tenir compte. Combien c'est le prix moyen d'une croisière sur Le Ponant? Hervé Belaïch, directeur général de la compagnie, juste adjoint, juste pour savoir. À peu près. Globalement, ça dépend évidemment des destinations. En Arctique ou en Antarctique, c'est de l'ordre de 1 000 € la cabine par nuit, donc comme un très très bel hôtel. Par personne. Non, au total, par cabine. D'accord. Donc ça fait... donc voilà, globalement, ça se... voilà, ce sont des tarifs évidemment des voyages d'une vie, souvent. Par contre, en Antarctique, en Arctique, on parle, vous revenez transformé, vous revenez différent, vous revenez en ayant appris des choses, en étant conscient des enjeux de la planète, et quelque part, on est plus utile quelque part pour les passagers, plus utile pour les populations locales, plus utile pour la science, on en reparlera. Mais vous prenez aussi souvent des conférenciers à bord, des célébrités dans leur domaine qui viennent pendant les croisières pour parler et qui sont là pour parler aux croisiéristes. Des naturalistes, des ornithologues, des personnes engagées dans des causes environnementales. Et également des personnes qui peuvent parler de la destination culturelle, des guides éminents, connus, effectivement. Donc il y a tout en fonction de la destination, on va dire les personnes qui interviennent pour aller au-delà de la destination, pour que les personnes reviennent en ayant des conférences différentes, transformantes. Un peu comme on peut le faire au Collège de France, par exemple. On passe une semaine et vous êtes finalement immergé par les sens, par l'intellect sur la destination. Et souvent, par exemple, les gens en Antarctique reviennent et deviennent adhérents à des causes, à des associations, à des ONG, parce que finalement, c'est le plus important, on ne protège que ce qu'on connaît. Exactement. Alain Pichavant, est-ce que vous trouvez que les acheteurs au salon nautique se sentent plus responsables pour l'environnement, les plaisanciers, etc. Alors, il paraît que souvent, alors je sais pas pour les compagnies qui sont présentes ici, que les compagnies sont les mauvais élèves des poubelles, qu'on jette au travers de leur bord, alors que les plaisanciers, eux, sont plus utiles par rapport à ça. Ils ramènent au port leurs poubelles. Oui, non ? Je crois que le point le plus important, c'est que 90% de la pollution qu'on trouve dans l'eau provient de la Terre. Donc là déjà, on a quand même éliminé 90%. Ensuite, j'ai tendance à dire que
les plaisanciers sont des gens très responsables. Ils rapportent tous leurs déchets au port. Ça fait longtemps, mais vraiment très très longtemps, bien avant que l'environnement soit à l'ordre du jour, qu'on rapportait nos déchets au port. Et donc, après, c'est recyclé. Comment ça se passe? Après, on les met dans des poubelles à la sortie du port. Et après, c'est des collectivités locales qui prennent les choses en main. Alors c'est sûr que si les poubelles sont pas vidées le samedi soir et qu'il y a un coup de vent, il y a aussi des choses qui retournent à la mer. Bon, et je crois qu'au salon, enfin les visiteurs, les pratiquants nautiques, ceux qui viennent pour découvrir ce nouvel univers, parce que c'est vrai que la crise sanitaire a eu cette vertu, c'est qu'elle a remis beaucoup de gens dans toutes les activités outdoor. On parle de nautisme là, mais la montagne en a également profité. Enfin, l'outdoor en a profité. Et donc, l'une de ces gens ont besoin d'extérieur. Hein, l'outdoor, c'est ça pour les gens qui parlent pas anglais. Les gens ont besoin d'activités extérieures, et le fait d'être sur un bateau, de pouvoir faire du bateau, ça leur permet en même temps d'allier tous les sports qui sont à côté, c'est-à-dire pas du jet ski, mais pourquoi pas, mais du paddle, enfin toutes sortes de sports, de la plongée, etc. Et ça les fait communiquer avec le terrain, l'extérieur, ça leur fait faire du sport, ils ont une meilleure santé, etc. Ouais, c'est de l'activité physique, et le terrain de jeu, par définition, son terrain de jeu, on l'entretient, on l'abîme pas. Donc les déchets, tous ces gens-là, encore une fois, tous ceux qui profitent de ces activités de plein air, les gens font attention. Je pense que les randonneurs dans la montagne, ils jettent pas leur papier de bonbons par terre, ils le mettent dans leur poche. Voilà. Christophe Pinchon, Caron de la Carrière, pour Croisiland, à votre avis, quels efforts font les compagnies pour mieux gérer leurs poubelles quand ils sont de bateau? Où il y a eu des petits excès, paraît-il, des fois pas très cool. Alors, il se peut qu'il y ait eu des excès. Moi, j'en ai pas récemment, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Je pense que les compagnies, elles sont respectueuses et elles sont surtout conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans l'évolution de leur secteur d'activité en termes d'impact écologique. C'est une nouvelle prise de conscience, on est d'accord. C'est une conscience qui existe depuis plusieurs années maintenant, parce que vous voyez, tous les paquebots les plus récents ont des propulsions au gaz naturel liquéfié. C'est quelque chose qui est moins impactant. Donc c'est des décisions, vous voyez, qui ont été prises il y a déjà 10 ans en arrière. La gestion des déchets à bord, elle est quand même très réglementée, entre guillemets. Elle est très bien organisée, et je crois que là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Juste une dernière question avant la pub. Hervé, comment vous faites pour les poubelles, pour les ponants? 100% des eaux traitées et des déchets sur certains navires sont traités et retraités à bord. C'est vraiment... il y a un sujet, un navire, doit être autonome le plus longtemps possible. Non, mais les poubelles, elles sont pas... Les poubelles, on les extrait... Alors, on a des... Quand vous êtes en Antarctique, là... Prenons le dernier navire de Ponant, le commandant Charcot. Les déchets sont triés à bord, sont compactés. On a des usines de retraitement à bord qui nous permettent en fait de faire exactement ce qu'on ferait à terre. Et sur ce qui reste, donc peut-être 5 à 10% de déchets, là effectivement on l'extrait dans des circuits courts qui permettent en fait de tracer ce qui advient des déchets. Et 100% de l'eau, pour le coup, est traitée, retraitée. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous, on va se retrouver dans un instant. Devenir plus utile avec DJF Hautebert, comme chaque mercredi. Croisière bateau, peut-on naviguer plus utile? Ça, c'est notre thème ce soir, et c'est la question qu'on se pose avec nos invités. On continue d'en parler dans une petite poignée de minutes. Restez avec nous, à tout de suite. Et ouais, on salue Hugo Frey qui a participé au Vrai Voix entre 17h et 19h. C'était un plaisir. Il nous écoute, Hugo Frey. Devenir plus utile, donc sur Sud Radio avec DJF Hautebert, et notre thème ce soir, croisière bateau, peut-on naviguer plus utile? On en parle pendant encore une dizaine de minutes avec Alain Pichavant, directeur général du Nautique de Paris, Mathieu Ramu, directeur marketing de Grands Espaces basé à Beaune, Hervé Belaïch est avec nous, directeur général adjoint de la compagnie maritime Le Ponant à Marseille, Christophe Pinchon, Caron de la Carrière, directeur marketing de Croisiland, c'est la plus ancienne agence de croisière française qui est basée dans les Alpes. Alors Mathieu Ramu, Rami, c'est autre chose, c'est un jeu de cartes. Directeur marketing de Grands Espaces. Comment vous recyclez vos poubelles quand vous êtes en Amazonie ou comment ça se passe? Un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est extrêmement normé sur les bateaux de croisière. Donc en fonction des régions où on navigue, de toute façon, les déchets sont stockés à bord, sont traités une première fois à bord, et ensuite ils sont traités dans les ports où ils sont déchargés et ensuite triés.
C'est pareil pour les eaux aussi. Il y a pas on relâche pas d'eau sale dans les mers. On va relâcher ce qu'on appelle les eaux blanches. Les eaux noires et les eaux qui sont les eaux usées et qui sont les eaux polluantes ne sont jamais relâchées en mer. Ce qui fait partie. Et puis aujourd'hui, ces réglementations évoluent et demandent de plus en plus de technicité, en tout cas, pour pouvoir améliorer ça. Est-ce que le monde des bateaux en général, le monde des croisières, a profité de la période du confinement où les bateaux ne pouvaient pas naviguer pour se remettre en question? Alain Pichavant, vous êtes le directeur général de Nautique. Est-ce que vous avez cette impression? Alors, nous, c'est vraiment la plaisance. C'est-à-dire que c'est vrai que les bateaux de location, les grandes bases de location se sont remis en question parce qu'il a fallu proposer d'abord parce qu'il y a une influence très très forte. Dès que les confinements se sont arrêtés, il y a une influence très très forte et il a fallu pouvoir répondre à cette demande. Donc, il y a eu une remise en question de certaines choses. Notamment, je pense à ces locations à la cabine. C'est-à-dire qu'au lieu de louer tout un bateau, vous louez un espace dans le bateau, une cabine dans un bateau, puisque ce sont souvent des bateaux avec 4, 5, 6 cabines qui sont louées. Donc vous louez un espace dans un bateau. Et ça a été quelque chose de complètement nouveau, qui a rendu en plus complètement économiquement accessible la pratique de la croisière, que ce soit autour des côtes françaises ou plus loin, plus exotique. Hervé Belaïch, au Ponant, vous avez profité de l'arrêt de vos bateaux pour réfléchir à des propositions différentes. Est-ce que les gens qui ont, avant le Covid, descendu la passerelle d'un des Ponants, quand ils ont remonté, quand l'autre passager, celui après le Covid, est remonté pour la première fois sur un Ponant, est-ce qu'il y a eu une différence majeure dans votre proposition? Oui. On a eu entre-temps, par exemple, la livraison d'un navire qui s'appelle le Commandant Charcot, dont certaines cabines sont dédiées pour la science française. Donc c'est le premier navire au monde, navire de croisière à pouvoir aller au pôle Nord. Et donc on a dédié des navires pour la cause française parce qu'on s'est dit qu'il y avait, au-delà de l'aspect, on va dire, business et commercial, des enjeux pour la France. Et donc ce navire a été livré il y a 8 mois maintenant, et c'est vrai qu'on l'a mis à disposition de la recherche française, par exemple. D'accord. Concernant les clients, oui. C'est vrai que des circuits plus courts, des circuits en France, par exemple, en bulle sanitaire plus... voilà. Ce qu'on n'a jamais fait, par exemple, c'était, ce que le Covid a poussé, ce sont des croisières d'expédition en France, à la redécouverte de notre patrimoine français. Alors, est-ce que par exemple vous avez remis en question l'alimentation des croisiéristes sur les bateaux, les filiales d'alimentation, les sources d'alimentation que vous êtes en article ou ailleurs, est-ce que vous avez remis ça en question aussi, les filières, pour devenir plus utiles dans l'alimentation, pour ce que vous proposez justement les circuits courts? Alors on a de plus en plus de circuits courts parce qu'effectivement c'est une demande de la part de nos clients post-Covid. Et puis, c'est aussi une volonté de l'entreprise d'être plus utile pour les populations locales. Je rappelle qu'effectivement, lorsqu'on fait, que ce soit nous, Grand Espace ou d'autres, des croisières dans des endroits reculés, on co-construit nos itinéraires avec les populations locales pour faire connaître la culture, faire venir à bord de la culture locale, et donc quelque part aussi la nourriture et faire vivre en fait l'écosystème local. C'est ça aussi qui permet en fait à une compagnie comme Ponant de petits navires d'accéder à des endroits les plus beaux sur Terre. D'accord. Christophe Pinchon-Caron de la Carrière, directeur marketing de Croisiland. Est-ce que vous avez l'impression que justement ça a changé l'état d'esprit aussi chez les compagnies, et qu'est-ce qu'ils ont tiré comme enseignement de ce Covid et de cette période où tous les gros bateaux sont restés à bord? À quai, pardon. À quai, oui. Et je pense qu'elles en ont tiré plusieurs leçons. La première leçon, c'est encore une fois d'améliorer la sécurité en ce qui concerne toutes les mesures sanitaires pour pouvoir accueillir du public à bord. Et aujourd'hui, honnêtement,
Ouais, mais ça a été je pense qu'il faut prendre en compte que la crise du Covid dans le monde du tourisme et en particulier dans celui de la croisière, ça a été quelque chose de très soudain et de très violent. Et que la première priorité, ça a été de gérer aussi tous les dossiers d'annulation de nos clients et de faire en sorte que la confiance de nos clients puisse continuer et qu'ils puissent remonter à bord d'un bateau. Et oui, parce qu'après toutes les expériences, excusez-moi de vous interrompre, après toutes les expériences qu'il y a eu, notamment ce fameux bateau qui est resté au large de Hong Kong, ou au large, c'était au Japon, je sais plus où il y a eu au Japon des milliers de cas à bord et certains très très graves. C'est vrai que les gens étaient vraiment pas chauds à l'idée de remonter sur un bateau. Il a fallu effectivement les reconvaincre de revenir. Tout à fait, et ça a été un gros travail. Et pour ça, il faut le dire honnêtement, le focus, et ça a été vraiment très très bien fait de la part des compagnies, de toutes les compagnies, le focus a été sur comment on garantit une sécurité sanitaire à bord et comment on peut accueillir aujourd'hui de nouveau des croisiéristes pour leur offrir un produit touristique qui est merveilleux. Parce que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la croisière, quelle qu'elle soit, c'est une machine à créer du bonheur. Et ça, c'est très utile. Et surtout en ce moment. Et on a hâte que vraiment la croisière puisse reprendre dans des conditions tout à fait normales pour que ce bonheur il soit de nouveau partagé et qu'il soit de nouveau complet pour tout le monde. Et ça, je crois que c'est le message qu'il faut faire passer en priorité et je crois que tout le monde sera d'accord pour ça. Il y a quand même eu des excès, on se rappelle très bien aussi de Venise, avec les gros bateaux qui arrivaient à Venise. À un moment donné, les gens les croisiéristes se sont laissés aller, on peut pas dire le contraire. Les gros bateaux qui arrivaient dans la lagune et qui faisaient vaciller la ville. On a toujours le cas d'îles de compagnies qui ont des îles privées. Des îles privées dans les Bahamas ou ailleurs et qui débarquent leurs passagers le matin sur des milliers de passagers et les reprennent le soir. Est-ce que justement tous ces excès vont s'annihiler? Christophe Pinchon de la Carrière qui nous a un petit problème. Eh ben on va demander à Mathieu Ramu. À votre avis, Mathieu? C'est un peu délicat. Enfin, ces grandes compagnies de croisière ont monté leur société là-dessus. Enfin, sur ces grands voyages, où Disney possède des îles, ont acheté des îles pour pouvoir proposer des expériences nouvelles à leurs clients. Voilà, c'est un monde de la croisière qui, je pense, est amené à changer, est amené à évoluer. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, il y a une course en avant vers la construction de bateaux de plus en plus grands pour passer les 7, 8, 9 000 passagers. Je pense que on arrive peut-être à un terme de ce modèle économique-là sur le monde de la croisière, et je pense on va peut-être au fur et à mesure se rationaliser sur la taille des bateaux. Et ben justement, je vais poser la question à Hervé Belaïch avant de la poser à Alain. Hervé Belaïch, qu'est-ce que vous pensez de ces bateaux qui ont une taille, alors ils sont fabriqués à Saint-Nazaire pour beaucoup et tant mieux, mais malgré tout, qui ont une taille, plus c'est gros, mieux c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué de penser. Nous, c'est pas le choix que Ponant a fait dès le début. Nous, c'est des choix de bateaux 40 fois plus petits que ces bateaux-là. Moi, je pense que à titre plus personnel, je me retrouve plus sur des bateaux plus avec une taille maîtrisée, contrôlée, plutôt que dans des bateaux plus larges. Mais il me semble que l'expérience, l'histoire a montré qu'il y avait aussi un type de clientèle qui voulait aller sur ce type de navire. Et dans tous les cas, ce qu'il faut noter quand même, rapidement, on doit rendre l'antenne. Il y a des efforts de toutes les compagnies pour rendre utile le voyage et pour faire ce qu'a dit. Et ça, c'est énorme, effectivement. Ouais, exactement. Ça reste un voyage de très bonne qualité, une compagnie de croisière. Alain, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense effectivement que la navigation en petits groupes est beaucoup plus intéressante que de se retrouver dans une société qu'on recrée sur un paquebot où il y a plusieurs milliers de personnes. Et en cela, par exemple, la navigation fluviale a permis de découvrir à des familles, à des amis entre eux, de découvrir par groupe de 10 un bon moyen de naviguer. Bon, on rappelle qu'il y a des gens qui ne peuvent aller à cause de leur budget que sur les gros bateaux. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Alain Pichavant, Mathieu Ramu, Hervé Belaïch et Christophe Pinchon, Caron de la Carrière. Tiens, je vous rappelle le livre de DJF Audebert, Le quotient d'utilité chez Guy Trédaniel, éditeur. Voilà où on retrouve notamment les solutions pour devenir plus utile dans tous les domaines de l'existence. Et ça se lit sur l'eau. Ça se lit sur l'eau évidemment dans un instant. Le Loft Music.